Chapitre 11, le principe d'inertie. Donc comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent qui s'intitulait Description d'un mouvement, donc avant toute étude de mouvement, il sera nécessaire de préciser deux choses. Il faudra préciser le système. Ce système d'ailleurs sera modélisé par un point matériel qui sera généralement le centre de gravité de l'objet. On va attribuer à ce point la masse m de l'objet. Et la deuxième chose qu'il faudra préciser, c'est le référentiel. Alors généralement, les référentiels d'études que l'on utilisera, ça sera le référentiel terrestre pour tout objet qui va se déplacer au voisinage de la Terre. Exemple, le skieur, ici, le snowboarder, il est tiré par une perche. On veut étudier son mouvement. Donc déjà le système, ça sera le snowboarder qui sera réduit à un point M qui sera son centre de gravité. Ce point M, on lui attribuera la masse du snowboarder. Ensuite, le référentiel d'étude, ça sera ici un référentiel terrestre. Et vous avez ici donc l'enregistrement de ce point M, de son mouvement, et on voit que le snowboarder a un mouvement rectiligne accéléré. La deuxième chose, le point B, c'est force qui se compense. Qu'est-ce qu'on entend par cette expression force qui se compense? Alors, les forces qui se compensent, ça veut dire que l'objet, quand il est soumis à ce type de force, c'est que la somme vectorielle des forces qui sont appliquées à ce système est nulle. Alors je voulais revenir avec vous sur ce qui était une somme de vecteurs. C'est une question qui m'avait été posée. Reprenons ici par exemple les vecteurs mathématiques, par exemple un vecteur U et un vecteur V. On voudrait faire la somme des deux vecteurs. Alors déjà, que veut dire le vecteur U en mathématiques? Ça veut dire ici, pour ce vecteur U, on a un déplacement qui va vers la droite de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux et d'un déplacement vers le haut de 2 carreaux. Le vecteur V correspond à un déplacement qui est de 1 carreau vers la droite et de 5 carreaux vers le haut. Donc si globalement je veux réaliser les deux déplacements, donc la somme des deux vecteurs, donc je vais déplacer mon vecteur V ici, voilà, d'accord, on met les deux vecteurs l'un au bout de l'autre, et là donc avec les deux déplacements, ça revient finalement à faire un déplacement global U plus V qui est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux vers la droite, et de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux vers le haut. Donc le vecteur somme, la somme des deux vecteurs U plus V, c'est le vecteur finalement rouge. Deuxième exemple, ici on a un vecteur U qui a un déplacement vers la droite et un vecteur V qui a un déplacement vers la gauche. Vecteur U, on a aussi un déplacement vers le haut. Donc j'additionne ces deux vecteurs. En additionnant ces deux vecteurs, on obtient un vecteur somme qui va correspondre au vecteur U plus V. Donc finalement le déplacement qui correspond à cette somme U plus V correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la gauche et d'un carreau vers le haut. Maintenant, si je regarde les deux vecteurs dans le troisième exemple. Dans le troisième exemple, nous avons ici des vecteurs qui ont la même direction verticale. Ensuite, si je regarde leur sens, c'est des sens opposés. Et si je regarde leur norme, ici ça fait 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Et pour le vecteur V, identique. Donc ils ont la même norme, la même direction, mais un sens opposé. On appelle ça des vecteurs qui sont, c'est là, voilà, ce sont des vecteurs opposés. Donc si je fais la somme de ces deux vecteurs, U plus V, donc 5, un déplacement de 5 carreaux vers le haut, et de nouveau un déplacement de 5 carreaux vers le bas, donc on se retrouve au même endroit. Donc là, la somme des deux vecteurs va correspondre à un déplacement nul, donc le vecteur nul. On peut donc additionner deux vecteurs, mais on peut en additionner 3, 4, 5 ou même plus. Un exemple ici, c'est l'addition de 3 vecteurs, donc U plus V plus W. Donc je fais U, je rajoute le vecteur ici qui est V, et ensuite on va faire un déplacement avec le vecteur W, et au final, on va avoir un déplacement qui est de 1 carreau vers la droite et de 5 carreaux vers le haut. Donc la somme des deux vecteurs, ici,
des trois vecteurs, ça sera le vecteur rouge. Alors revenons aux forces. Les forces, en fait, ce ne sont pas des déplacements, mais par contre, ce sont des actions. Par exemple, si je regarde ici le premier schéma, on a deux vecteurs forces qui s'appliquent sur un système qu'on a symbolisé par la croix noire. Ces deux forces agissent sur ce système. On a une force qui agit verticalement vers le haut, une force qui agit verticalement vers le bas. Je m'aperçois que ces deux forces ont la même norme, parce que les deux vecteurs, ici, ont la même longueur. Donc on a des vecteurs qui sont opposés. Si je fais la somme de deux vecteurs opposés, on a vu qu'on a une somme qui est nulle. Donc on peut écrire que P plus R est égal au vecteur nul. Ou encore on pourrait mettre que P est égal à moins R, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont opposés. Dans notre deuxième cas, donc ici ces forces se compensent, bien sûr. Dans notre deuxième cas, est-ce que les forces se compensent? Je m'aperçois que les deux actions ne vont pas se compenser ici, parce que la somme des deux vecteurs n'est pas nulle. En effet, si j'additionne mes deux vecteurs, ici, voilà, au final, je vois bien ici que le vecteur somme ne sera pas nul. D'accord? Donc, on va avoir ici, si je retrouve mon petit... Ah oui, c'est au-dessus. Voilà, donc P plus R, dans ce cas-là, est différent du vecteur nul, donc les deux forces ne se compensent pas. On peut aussi avoir trois forces qui s'appliquent sur notre système, et on voit bien que le global, ici, on a des forces qui ne se compensent pas, parce qu'en fait, les deux premières se compensent, mais on en a une troisième qui est là, donc au global, au total, on a une somme des vecteurs forces qui n'est pas nulle, donc toutes les forces ne se compensent pas. Dans ce cas ici, donc on en est au quatrième cas, on a bien aussi trois vecteurs forces, trois actions sur un système. Est-ce que ces actions se compensent? Eh bien, pour le savoir, il faut faire la somme des vecteurs. Là, on ne peut pas le deviner. Donc, je vais faire la somme des vecteurs. Donc là, je vais remonter le vecteur P. Ensuite, je vais remonter celui-ci. Et je m'aperçois que les actions ici, on a une action qui va vers le bas, vers le haut, une action vers le bas, vers la gauche, et on s'aperçoit qu'en faisant la somme des vecteurs, cette somme des vecteurs, elle est nulle. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit... voilà. Donc, on a P plus R plus F est nul. Donc là, les trois forces, globalement, vont se compenser. Et dans le dernier cas, on va regarder, on va faire la même chose. Je vais monter le vecteur ici P, le vecteur F. Et là, je m'aperçois qu'on ne revient pas au même endroit, donc les actions ne vont pas se compenser, les forces ne se compensent pas. Donc voilà, en ce qui concerne les forces qui se compensent, il faut que la somme vectorielle des forces soit égale au vecteur nul. Et on fait attention, c'est pas... il faut bien parler de vecteur, hein, d'accord? Ensuite, le principe d'inertie. Alors, dans un référentiel galiléen, qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? Alors, on va pas l'expliquer là, mais par contre, le référentiel terrestre est un référentiel galiléen, le référentiel héliocentrique aussi, et géocentrique aussi. Donc, le principe d'inertie pourra s'appliquer dans tous ces référentiels-là. Alors, nous, en seconde, on sera principalement dans le référentiel terrestre, c'est un référentiel galiléen, donc on peut appliquer le principe d'inertie. Ce principe dit que si le vecteur vitesse du centre de gravité du système ne varie pas, alors la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système est nulle. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire que le vecteur vitesse ne varie pas? Alors je vais revenir là-dessus. Le vecteur vitesse ne varie pas. En fait, c'est un vecteur qui va garder la même direction, le même sens et la même valeur au cours du mouvement. Alors, deux cas sont possibles. Le premier cas, ça va être si l'objet est immobile, donc dans ce cas-là, son vecteur vitesse est nul, et comme l'objet est immobile et puis qu'aucune force ne s'applique dessus, il va pas bouger, donc le vecteur vitesse ne va pas varier, il va rester égal à 0. Donc, un premier cas, c'est quand l'objet est immobile. Et puis l'autre cas, ça va être quand on va avoir un mouvement rectiligne uniforme. En effet, ce mouvement rectiligne uniforme,
à voilà, ce mouvement rectiligne uniforme. Qu'est-ce qu'il dit? Rectiligne, ça veut dire qu'on a la même direction, le même sens, et uniforme, même valeur. Donc on est bien dans un vecteur vitesse qui ne varie pas. Donc vecteur ne varie pas, ça veut dire soit un objet est immobile, soit on a un mouvement rectiligne uniforme. Donc je vais revenir sur ma définition, enfin sur mon principe d'inertie. Sur le principe d'inertie, en fait, il dit que si mon vecteur vitesse est nul, ou si mon vecteur vitesse ne varie pas, d'accord, on va avoir finalement la somme des forces qui s'exercent est nulle. Alors on peut leur dire autrement, si le vecteur vitesse c'est nul, ça veut dire l'objet est immobile, et si le mouvement est rectiligne uniforme, alors les forces qui s'appliquent sur le système se compensent. Donc voilà, je l'ai redit dans une autre façon, de l'autre manière. Donc dans un référentiel galiléen, si le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Alors, cette fois-ci, on peut avoir la réciproque, bien sûr. La réciproque, là on avait dit que, enfin la réciproque c'est l'inverse c'est l'inverse, oui. Si la somme des forces qui s'exercent sur notre objet, notre système est égal au vecteur nul, c'est-à-dire si les forces se compensent, on pourra conclure que soit, il y aura deux cas possibles, soit notre objet est immobile, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. Donc là c'est noté un peu de façon mathématique, là, enfin, voilà, on peut le dire de cette façon-là, c'est si les forces qui s'exercent sur notre système se compensent, alors notre objet est soit immobile s'il n'avait pas de vitesse initialement, et s'il avait déjà une vitesse, il va conserver son mouvement rectiligne uniforme. Alors, la contraposée, ici, c'est la contraposée, en fait, si on prend le premier principe, la contraposée, on va prendre la négation en fait de ce qui a été dit. Donc si la somme des vecteurs force qui s'appliquent au système n'est pas nulle, alors on pourra conclure que finalement l'objet aura forcément une vitesse qui va varier. Donc il n'aura ni mouvement rectiligne uniforme, il ne sera ni immobile. D'accord? Si la somme des forces n'est pas nulle. Donc si les forces ne se compensent pas. Donc et réciproquement, si on s'aperçoit que la vitesse n'est ni rectiligne uniforme, ni voilà, donc ni si le système n'est pas immobile, eh ben on va pouvoir conclure que la somme des forces qui s'exercent sur cet objet, eh ben, n'est pas nulle. D'accord? C'est-à-dire que les forces ne se compensent pas. Donc je vous laisse je pourrais relire, faire pause et relire un petit peu cette contraposée et sa réciproque. Alors on va essayer d'appliquer le principe d'inertie, sur quelques cas. Donc là, la question c'est, vous avez le cas A, B et C, dans quel cas la somme des forces appliquées au système est nulle? Alors vous pouvez mettre pause et puis réfléchir et mettre sur un brouillon vos réponses. Voilà, donc je corrige le premier. Le premier, on s'aperçoit que la distance entre chaque point, elle est identique. On s'aperçoit aussi que la trajectoire, c'est une ligne droite. Donc on a un mouvement rectiligne et à vitesse constante, donc un mouvement rectiligne uniforme. Ça se traduit au niveau des vecteurs vitesse que j'ai tracé ici pour le point 0, 2, 4, 6, 8, etc. On s'aperçoit que le vecteur vitesse est toujours le même. Donc le vecteur vitesse ne varie pas. Donc je vais pouvoir en conclure que dans ce cas A, on a la somme des forces appliquées à ce solide est nulle. Somme des forces est nulle pour le cas A. Dans le deuxième cas, nous avons une distance qui augmente. Si la distance augmente, ça veut dire que finalement la vitesse augmente. On a toujours un mouvement qui est rectiligne. Donc ce qui va changer, finalement
la vitesse aura toujours la même direction, le même sens, mais c'est la valeur qui change. Donc ça veut dire que notre vecteur vitesse varie. Il varie pas en direction ni en sens, mais il varie en norme. Donc il varie. Donc on va pouvoir conclure que la somme des forces n'est pas nulle. Dans le troisième cas, on a la même distance entre chaque point. Donc ça veut dire que la vitesse est constante en norme. D'accord? Mais par contre, si je trace mes vecteurs vitesse, ici, on a des vecteurs vitesse qui, au point 0, au point 2 et au point 4, ils ont bien la même norme, donc on a bien V0 en norme est égal à V2 est égal à V4, mais pas en vecteur. Les vecteurs ici sont différents parce qu'ils n'ont pas la même direction. Donc le vecteur vitesse varie, donc la somme des forces qui s'appliquent au solide n'est pas nulle. On va refaire un autre petit exercice sur différentes phases d'un saut d'un parachutiste. Donc vous allez faire pause, lire les questions, essayer de répondre à la question qui est posée. Dans quelle phase du saut le parachutiste est-il soumis à des forces qui se compensent? Je corrige. Donc ici, déjà la phase 1. À quoi correspond la phase 1? Si je lis, la première débute par le saut depuis un avion. Le parachute n'est pas ouvert. D'une vitesse quasi nulle, le parachute va voir sa vitesse augmenter. D'accord? Alors, et puis après, au bout d'un certain temps, la vitesse va stagner. Donc la phase 1 va correspondre à cette phase-là. Et je m'aperçois que pendant cette phase, la vitesse, elle est bien rectiligne, toujours, on a un mouvement rectiligne, mais sa vitesse, pardon, c'est le mouvement qui est rectiligne, pas la vitesse. Donc le mouvement est rectiligne, et on voit que la vitesse augmente. Donc on a un mouvement rectiligne accéléré. Si le mouvement est rectiligne accéléré, le vecteur vitesse change, donc la somme des forces appliquées ici, elle n'est pas nulle. Donc ça veut dire que les forces ne se compensent pas. Dans la phase 2, ça correspond à cette phase-là où finalement la vitesse stagne. C'est la deuxième phase. Cette deuxième phase, on a une vitesse, on voit en norme qui est constante, et puis on a toujours un mouvement qui est rectiligne. Donc on va avoir un mouvement rectiligne uniforme. Donc qui dit mouvement rectiligne uniforme, on va avoir finalement les forces qui vont s'appliquer sur le solide se compensent. Donc sur le parachutiste se compensent. La phase 3, donc phase 3 ça correspond à l'ouverture du parachute, et là d'un seul coup le parachute s'ouvre. Donc là la vitesse va ralentir très fortement. Donc là on a un mouvement qui va être rectiligne ralenti. Donc le vecteur vitesse change, varie. Donc ici, la somme des forces appliquées au parachute n'est pas nulle, donc les forces ne se compensent pas. Dans la quatrième phase, c'est marqué ici que la vitesse va rester égale à une valeur devenue faible. Donc ça veut dire qu'on va avoir finalement la même vitesse. La vitesse sera ici constante en norme, en direction, en sens. On va avoir donc un mouvement rectiligne uniforme. Qui dit mouvement rectiligne uniforme, les forces qui s'appliquent sur le parachute se compensent. Alors si on avait fait une étude un peu plus globale sur le parachutiste et savoir quelles sont les actions mécaniques, on aurait trouvé deux actions mécaniques. Le poids et puis les forces de frottement de l'air. Et dans notre première phase, on a bien le poids et les forces de frottement de l'air. Les forces ne se compensent pas. En effet, là, on accélère. Donc, le poids est plus grand. Enfin, la force, l'action du poids est plus importante que l'action des forces de frottement. Les deux forces ne se compensent pas. Il va y arriver à un moment donné pendant la chute du parachutiste. On verra que la chute libre c'est pas ça. Donc la chute du parachutiste ici dans la deuxième phase, les forces se compensent. Ça veut dire qu'en fait exactement le poids et la force de frottement se compensent. Donc comme elles se compensent, le parachutiste va garder un mouvement rectiligne uniforme. Et dans la phase 3,
là, on ouvre le parachute, là, les forces, finalement, on a un mouvement qui est ralenti, donc les forces ne se compensent pas. Là, cette fois-ci, ce sont les forces de frottement qui sont plus importantes que le poids. Et dans la dernière phase, on a un mouvement rectiligne uniforme, les deux forces se compensent, donc là, on va avoir des forces de poids et des forces de frottement qui seront opposées. Donc voilà pour l'analyse de cet exercice. Donc ce que l'on va retenir sur le principe d'inertie, ben voilà, c'est que si les forces se compensent, dans ce cas-là, on a un système qui est immobile, soit un mouvement rectiligne uniforme. Ça peut se traduire par mouvement immobile, donc une vitesse nulle, et le mouvement rectiligne uniforme, une vitesse qui est constante. En fait, on va faire attention, c'est en vecteur, hein, vitesse qui est constante en vecteur. Ça suffit pas qu'elle soit constante en norme. Et puis la contraposée qu'on a ici, c'est que si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, on en conclut que les forces ne se compensent pas. Voilà. D'accord. Le fait de dire qu'il n'est pas rectiligne uniforme, ça veut dire qu'on a un vecteur vitesse qui varie. Dernière partie, c'est l'application à la chute libre verticale. Alors, tout à l'heure, j'avais employé un mauvais vocabulaire au niveau du parachutiste, parce qu'en fait, ce qu'on appelle chute libre, c'est que quand notre objet n'est soumis qu'à une seule force, qui est le poids. Or, quand on a étudié le parachutiste tout à l'heure, il n'était pas soumis qu'au poids, il était soumis au poids et au frottement de l'air. Donc là, on n'est pas dans le cas d'une chute libre. Donc, le cas de la chute libre, en fait, en réalité, n'existe que dans le vide, parce que normalement, on a toujours des frottements de l'air quand on a un corps chute au voisinage de la Terre. Sauf que parfois, ces frottements sont négligeables. Donc, on va considérer, suivant les situations, si les forces de frottement sont négligeables, on va considérer qu'on est en chute libre. Mais en toute rigueur, cette chute libre ne devrait exister que quand on se trouve dans le vide, quand il n'y a pas les forces de frottement de l'air. Alors, nous, on va plutôt étudier la chute libre verticale. La chute libre verticale, c'est quand le vecteur vitesse initiale est soit nul, quand on lâche un objet, il va tomber verticalement, ou bien quand on lance l'objet avec un vecteur vitesse qui est vertical. Et comme ça, l'objet va monter, va avoir une phase ascendante et descendante, mais au départ, on lui a donné une vitesse verticale. Si on ne donne pas une vitesse verticale, c'est l'image du canon ici. Donc là, le canon envoie un boulet, mais pas de façon verticale, donc là, on a un mouvement qui est parabolique. Donc, cette étude-là, on ne la fait pas en seconde. On reste sur des mouvements qui sont verticaux, donc qui peut être ascendant ou descendant. Alors, au niveau de ces mouvements verticaux, donc, on est en chute libre, donc il n'y a que le poids qui agit. Donc comme il n'y a que le poids qui agit, eh ben, est-ce que les forces, il n'y a que le poids, donc les forces ne se compensent pas, il n'y en a qu'une, donc elle n'est même pas compensée par une autre force. Donc ça veut dire que le mouvement l'objet n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme. Donc quand la vitesse au départ est nulle, on a un lancer, quand on fait un lancer vertical, c'est le premier. Donc on lance verticalement vers le haut l'objet. La vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? On a tracé deux vecteurs vitesse, le vecteur vitesse en 2 et le vecteur vitesse en 3. Eh bien, le vecteur vitesse en 3, vous savez bien que quand on lance un objet vers le haut, la vitesse de l'objet elle ralentit. Donc le vecteur vitesse en 3 est plus faible qu'en 2. D'accord? Si je regarde la variation du vecteur vitesse, la variation, ça veut dire c'est quelle différence va y avoir entre ces deux vecteurs vitesse. En faisant la différence de ces deux vecteurs vitesse, on va avoir une variation qui va être ici, vous la voyez, en jaune. Donc on a V3 moins V2, c'est égal à un petit vecteur, c'est un vecteur qui est dirigé vers le bas. D'accord? Donc ça veut dire que la variation est un vecteur qui est vertical vers le bas. Et si je regarde cette fois-ci, lorsqu'on lâche un objet vers le bas, la vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? La vitesse, elle va augmenter. Donc la vitesse en V4 ici a été tracée, la vitesse en V5. Donc la vitesse V4 est moins importante que la vitesse en V5. Si je regarde la variation de vitesse entre ces deux vecteurs, si je fais la différence entre ces deux vecteurs, je vais obtenir un vecteur ici, qui est en jaune, qui est encore dirigé vers le bas, d'accord, qui est vertical vers le bas.
Donc dans les deux cas, on a un vecteur variation de vitesse qui est vertical dirigé vers le bas. En fait, pour ces mouvements de chute libre, on va constater que la direction, le sens de cette variation de vitesse, qu'on appellera delta V, on en parlera un peu plus l'année prochaine en première, pour ceux qui continueront la physique, eh ben, sont identiques à ceux du poids. En effet, on voit le poids, c'est la force qui est exercée sur notre objet, c'est un vecteur qui est vertical dirigé vers le bas, et ben notre vecteur variation de vitesse est aussi un vecteur vertical dirigé vers le bas. On verra l'année prochaine qu'il y a une relation entre la somme des forces qui s'appliquent au solide et puis ce fameux vecteur variation de vitesse. Donc là, je crois que j'ai fini. On va retenir un petit peu ceci cette année au niveau de la chute libre verticale. Ce qui va être important, c'est la définition de chute libre qu'on utilisera encore l'année prochaine. Ça veut dire c'est un système qui n'est soumis qu'à son poids. Donc ça veut dire que là, on ne parle pas de frottement. Il n'y a pas de frottement. Chute libre verticale, ça veut dire que soit le vecteur vitesse au départ est nul, soit on a donné une vitesse verticale. Et puis le vecteur vitesse, ben, finalement dans la chute libre, en effet, forcément il varie parce que la somme des forces qui s'appliquent sur notre système dans une chute verticale est égale au poids, parce que c'est la seule force qui s'applique. Donc on va retenir que d'après le principe d'inertie, le vecteur vitesse, c'est même la contraposée là, donc la somme des forces n'est pas nulle, donc le vecteur vitesse varie. Donc voilà pour ce chapitre 11. Donc vous avez les quelques exercices à faire d'application qui sont assez rapides, qui vous sont donnés dans le cahier de texte.